Allora, cominciamo la serata. On va commencer notre réunion ce soir. Bienvenue tout le monde. Nous sommes, nous sommes très nombreux, comme je disais, en attendant l'arrivée de tout le monde. On est nombreux ce soir pour l'événement que l'Institut culturel italien dédie à la journée de la mémoire. Et chaque année, le 27 janvier, comme vous le voyez derrière moi, Giorno della Memoria, chaque année, le 27 janvier, est le moment, la société civile célèbre la journée de la mémoire. C'est une journée internationale qui est dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Et c'est une journée qui est instituée à initiative de tous les ministres de l'Éducation des États membres du Conseil de l'Europe. Et elle a été instituée en octobre 2002. Et à partir de ce moment-là, cette initiative a été suivie par l'Organisation des Nations Unies. C'est une résolution qui est intitulée Mémoire de l'Holocauste, qui est adoptée le 1er novembre 2005. Et par cette résolution, l'Assemblée générale a décidé que les Nations unies la célébreraient chaque année le 27 janvier, à la date d'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Aujourd'hui, on est le 26 janvier, mais ce sont des journées qui sont dédiées à cette date, à ce moment à cette mémoire collective et à ces grands événements qui a marqué l'histoire du siècle passé, du siècle dernier. Cette année, les suggestions, les incitations à se souvenir, à la mémoire, nous arrivent de tous les postes, de tous les séminaires, des lectures, des projections, des événements en ligne, comme l'événement de ce soir, comme la salle de ce soir, la salle virtuelle. Ce soir, je vous propose de Lyon, de l'Institut culturel italien de Lyon, je vous propose de voir ensemble un petit film d'animation. C'est un film qui date de 2018 et qui a été montré la première fois en Italie le jour de la mémoire 2019, donc il y a 2 ans par la RAI. Et c'est un film qui est basé sur l'histoire vraie de 2 sœurs que vous savez déjà, les sœurs Tatiana et Andra Bucci. Alors, les 2 sœurs Bucci ont décidé, disons, après que la journée de la mémoire a été indiquée, dédiée le 27 janvier, elles ont décidé de devenir les témoins de ce qu'elles ont vécu. Et nous allons voir ce petit film ce soir. Et pour introduire ce film, pour l'introduire, nous accueillons ce soir deux amis qui ont rendu possible même cet événement d'aujourd'hui. Et je remercie donc Monsieur Pierre-Jérôme Biscara, l'historien lyonnais Pierre-Jérôme Biscara, et le professeur Alexandre Covelli. Moi, je dis Covelli, non pas Covelli, de l'association franco-italienne de Montélimar, qui est expert en même temps de la Shoah dans la Drôme. Et alors, avant de leur laisser la parole, je tiens à rappeler à tout le monde que cet entretien sera enregistré, l'entretien introductif de maintenant, aussi bien que le débat qui va suivre la projection. Cette projection ne sera pas enregistrée car elle est autorisée pour le public de l'Institut culturel italien de la salle virtuelle ce soir uniquement. Je voulais aussi dire que ce film est disponible même
dans la plateforme RaiPlay pour ceux qui ont la possibilité de voir en Italie, qui sont en Italie ou qui ont la possibilité de voir RaiPlay ou à travers un VPN ou je ne sais pas quoi. Donc, il est disponible. Et je voulais terminer par une petite, avant de laisser la parole à Monsieur Biscara, je pense que c'est toujours une bonne occasion pour relire, pour lire, pour relire, pour écouter encore une fois les mots de Primo Levi. Ce sont des mots qui sont inoubliables et incontournables aussi dans cette occasion. Et ce sont les mots de sa poésie, de son petit poème de C'est questo un uomo, si c'est un homme. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir, en rentrant, la table mise et les visages amis, considérez si c'est un homme que celui qui peine dans la boule, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. Considérez si c'est une femme, que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur. Pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants. Ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Je laisse la parole à Monsieur Biscara. Il faut que vous ouvriez votre micro. Est-ce que là, ça va? Oui. Vous m'entendez? Merci. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Merci. D'abord, je voudrais donc remercier l'Institut italien de Lyon de m'avoir invité. Et voilà, et en plus, je suis en bonne compagnie puisque je retrouve Alexandre Covelli, avec qui j'avais eu la chance, quand je travaillais au musée mémorial des enfants de Lisieux, d'organiser un voyage de mémoire en Italie, à la Villa Emma à Nonantola, où je ne vais pas détailler, mais il y a une histoire de sauvetage d'enfants juifs. Et on s'était rendu là-bas avec des élèves, et je suis intervenu à de nombreuses reprises dans sa classe quand Alexandre Covelli enseignait à Montélimar. Donc c'est vraiment un plaisir de le retrouver ce soir. Alors, je voudrais juste introduire quelques mots sur la Shoah en Italie, mais j'imagine que la plupart d'entre vous connaissez, mais faire un tout petit développement un peu plus précis, court, je ne vais pas parler plus de 10 minutes, sur l'attitude de l'armée italienne en France quand elle occupe les 11 départements qui se trouvent sur la rive gauche du Rhône. Voilà. Et parce que ça mérite, même si c'est connu des spécialistes, ça mérite d'être un tout petit peu développé. En un mot, juste pour me présenter, moi j'ai travaillé pendant 17 ans à la Maison d'Isieux, où je m'occupais de la pédagogie et de la recherche, et puis pendant 4 ans avec le père Patrick Desbois sur la Shoah à l'est de l'Europe. Voilà, et j'ai publié des ouvrages sur le camp d'Auschwitz et les enfants d'Isieux, et des articles sur la pédagogie de la Shoah. Et ce que je trouve très bien dans le petit film que vous allez voir, c'est qu'à la fois on est dans l'histoire, et en même temps il y a, vous le verrez, donc une classe d'aujourd'hui qui est représentée et qui fait un voyage à Auschwitz. Et c'est intéressant parce qu'à la fois ça permet de parler de l'histoire de la Shoah en général, et notamment à Auschwitz, du sort des Juifs italiens, de la Shoah des enfants. Et en même temps, ça pose beaucoup de questions aussi sur la pédagogie des lieux. Qu'est-ce qu'on va faire quand on emmène une classe à Auschwitz? Pourquoi ça fonctionne? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants là dans la salle
ce soir. Et du coup, le dessin animé permet d'amener ces questions-là, qui, moi, je trouve, sont des questions passionnantes. Qu'est-ce qu'on fait avec des élèves? Quel âge? Combien de temps? Sur des lieux de mémoire. Il se trouve que là, c'est Auschwitz, c'est le lieu le plus emblématique. Alors, simplement quelques mots sur la Shoah, en Italie. Et ça va venir compléter tout de suite le propos sur la Shoah en France. C'est que globalement, jusqu'à la République de Salo, alors que Mussolini, on pense, est au courant du sort des Juifs, à savoir l'assassinat des Juifs à peu près à mi-1942, on pense que Mussolini connaît le sort des Juifs et refuse. Le Reich lui demande évidemment de participer à la déportation des Juifs italiens, et lui refuse. Alors, dans le refus, il y a bien sûr l'idée que c'est une manière pour Mussolini d'affirmer son autonomie par rapport à l'Allemagne nazie. Ça, c'est une des explications politiques. Mais aussi, alors ça, les historiens peuvent débattre sur le sujet. Il n'y a pas d'obsession, antisémite à mon avis, de Mussolini et du régime fasciste en général. C'est un régime antisémite, on n'oublie pas les lois de 1938, mais pour ce qui est du passage à l'action génocidaire, il n'y a pas cette obsession. En tout cas, Mussolini refuse. Et finalement, il faudra attendre la République de Salo à partir de septembre 1943, l'arrivée des SS à Rome en octobre 1943, pour que les Juifs d'Italie commencent à être arrêtés. On estime, alors dans les chiffres que j'ai trouvés, on estime que 7658 Juifs italiens ont trouvé la mort entre on va dire, septembre 1943, septembre 1943 et le début de l'année 1945, et que sur ces 7658 juifs, 6806 ont été déportés. Voilà. Principalement déportés de Fossoli et de Trieste. Il ne faut pas non plus oublier les fusillades, mais qui sont j'allais dire moindre par rapport à la déportation, et ça correspond à peu près à 20% de la population juive d'Italie qui a été déportée. Pour vous donner une comparaison, pour la France, c'est à peu près 25, c'est un quart, 23% des Juifs de France qui ont été déportés. Donc, sur la déportation principalement vers Auschwitz, on compte 43 convois. Alors, il y a quelques convois qui vont aller à Bergen-Belsen, enfin un convoi qui va aller à Bergen-Belsen, à Ravensbrück, et voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que principalement la déportation, c'est la déportation vers le centre de mise à mort d'Auschwitz. Et on estime qu'à peu près sur les 6806 juifs déportés, un peu plus de 6000 ont été déportés à Auschwitz. Voilà. Je vais tout de suite passer, pour pas trop prendre de temps, sur la question de l'occupation italienne. Donc, et ça va rejoindre un petit peu j'en profite, l'histoire de la colonie des enfants d'Isieux. Donc, si vous connaissez, Isieux, c'est une colonie d'enfants juifs qui a été créée en mai 1943. Donc, à Isieux, c'était des enfants juifs étrangers, français ou nés de parents étrangers. Il y a à peu près une centaine d'enfants qui sont passés par cette colonie entre le mois de mai 1943 et le mois d'avril 1944. Et ces enfants, certains sont passés ensuite, d'autres ont rejoint des membres de leur famille. Et il se trouve que le 6 avril 1944, il y en avait 44 qui étaient à Lisieux et qui ont été arrêtés avec 7 de leurs éducateurs. 42 ont été déportés à Auschwitz, 2 ont été déportés à Reval, en Estonie, et sur les éducateurs et éducatrices, il n'y aura qu'une seule survivante, Léa Feldblum, qui reviendra de
d'Auschwitz. Alors, c'est important et ça rejoint la question de l'attitude de l'armée italienne. En fait, en novembre 1942, quand les Alliés débarquent en Afrique du Nord, le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, l'Allemagne envahit, évidemment, descend la zone libre française pour bloquer la façade méditerranéenne, et ils vont se partager cette zone non occupée française, ils vont se la partager avec les Italiens, et vous avez 11 départements qui vont tomber sous occupation italienne. C'est les départements donc à l'est du Rhône, et qui sont, vous en avez 8 qui sont totalement occupés, et vous en avez 3 qui sont occupés en partie, dont le département de l'Ain. Et en avril 1943, quand les enfants de la colonie de Lodève, qui se trouve dans le département de l'Hérault, décident d'aller se réfugier dans la colonie des enfants d'Isieux, ils vont à Isieux, ils vont dans cette zone parce que c'est la zone italienne. Et que pour toutes les associations juives, les associations d'entraide, il se trouve que quand les Italiens occupent cette zone, ils ont une attitude bienveillante, on pourrait qualifier de bienveillante à l'égard des Juifs. Voilà. Et pour ça, je vais vous donner simplement, je vais vous lire 2 extraits de documents officiels. Le préfet des Alpes-Maritimes, Ribière, dans une lettre qu'il va adresser à Pierre Laval, le 14 janvier 1943, il écrit que dans les milieux juifs du département, donc des Alpes-Maritimes, se crée un courant de sympathie à l'égard des Italiens qui, dit-on, protège les Juifs. Pareil du côté allemand. Un colonel SS, Knorren, se plaint à Berlin dans un rapport sur la solution définitive de la question juive en France. Donc, il écrit à ses supérieurs à Berlin le 12 février 1944. Il écrit « On tire argument contre les Allemands de l'attitude italienne. On déclare, et ce sont des faits qui sont signalés et soulignés par tous les services de renseignement et par d'autres services allemands, que partout à l'est du Rhône, les Italiens interviennent en faveur des Juifs. Les services officiels italiens adressent non seulement des notes au gouvernement français lui interdisant de marquer les Juifs, protégeant ainsi les Juifs de toute nationalité, mais entre les troupes italiennes et la population juive règne la meilleure entente. Les Italiens habitent chez les Juifs, se font inviter par les Juifs qui paient pour eux, ce qui donne l'impression là-bas que les conceptions allemandes et italiennes sont absolument divergentes. On nous signale du côté français que l'influence juive a fait naître dans l'esprit des soldats italiens des signes de décomposition pacifiste et communiste, créant même une tendance pro-américaine. Et alors, ça va se traduire en action, puisque vous avez au mois de février 1943 des arrestations à Chambéry et à Annecy. Et par exemple, à Chambéry, l'armée italienne va encercler la prison et faire le forcing auprès des autorités françaises pour que les 25 Juifs qui ont été arrêtés soient libérés. On a la même chose à Grenoble. Alors parfois ça réussit, la France libère les Juifs, par d'autres moments ils ne cèdent pas aux injonctions italiennes et les Juifs sont livrés aux Allemands et déportés. Voilà. Mais donc c'est quand même à souligner ce qu'on pourrait qualifier clémence ou bienveillance de l'armée italienne quand elle occupe ces 11 départements français. Et comme je vous le disais, c'est ce qui va quand même pousser beaucoup d'associations caritatives de sauvetage juif à concentrer, à essayer de développer, voire de créer des maisons d'enfants dans des départements comme la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain. Alexandre Covelli vous parlera de Diolfi dans la Drôme. Voilà, c'est toutes ces expériences qui méritent d'être soulignées. Je vais terminer simplement, je voudrais juste revenir effectivement sur le film d'animation. Alors qui n'aborde pas cette question de la zone d'occupation italienne en France, mais vraiment insister sur cette dimension pédagogique. J'espère qu'on pourra tout à l'heure échanger sur
sur cette question voilà, des réflexions qu'on peut avoir sur la nécessité ou pas des voyages de mémoire sur des lieux comme Auschwitz. Je vous remercie, puis je serai à votre disposition évidemment tout à l'heure pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Je crois qu'on a une très belle vision de cette période-là et merci aussi pour l'intérêt, pour nous présenter, pour nous représenter aussi la situation, la Maison des Yeux, quelque chose qui a laissé une grande trace et qui la laisse encore dans cette région pour ce qui est la mémoire que nous voulons garder de ces faits-là. Et Monsieur Covelli, j'aimerais aussi que vous disiez, je vous remercie d'abord parce que c'est grâce à vous, grâce au passaparola que nous avons su de la possibilité de présenter ce très beau film pour la Journée de la mémoire cette année, parce qu'il était prévu pour le Festival de cinéma italien de Montélimar, n'est-ce pas? Bien sûr. Bouche à oreille, voilà. Monsieur Covelli, Oui, est-ce que vous pouvez nous dire alors il était prévu pour votre festival, mais le festival, voilà, mais je vais hélas. en parler. Effectivement, bon, d'abord, je suis très, très heureux que vous soyez tous nombreux. Je salue mes amis de la Drôme, des Ardennes qui sont là ce soir. Donc, oui, alors, je suis vraiment très heureux parce qu'en fait, cette soirée, c'est un peu une revanche contre l'adversité. Notre festival devait commencer demain soir et devait avoir une pré-inauguration ce soir. C'est un petit peu, vous nous donnez un peu l'occasion de présenter ce film auquel nous tenons beaucoup. C'est un projet très très fort de notre festival. Notre festival a un volet scolaire très très important et tous les ans, nous en sommes à la 4e édition, et tous les ans, nous essayons d'intégrer un sujet autour de le droit à la différence, autour de l'histoire, autour de, si vous voulez, autour de ces problématiques de l'exclusion. Et on a par exemple, il y a 2 ans, utilisé un film sur les lois raciales. C'était en 1900. C'était en 2018, donc 1938, les lois raciales. Donc, on a passé un film de Ettore Scola, s'il y a des enseignants, je vous le recommande vraiment, vraiment, vraiment vivement. Ça s'appelle Concorrenza Sleale. L'année dernière, on a fait, avec les scolaires aussi, on a passé un film sur le retour du fascisme en Italie, du populisme du fascisme en Italie, avec un film qui s'appelle Sono Tornato, avec Luca Miniero qu'on avait invité. Et cette année, le hasard a fait que notre festival a été annulé et il a été reporté au 27 janvier. 27 janvier, date de début théorique de notre festival, de notre feu festival. Et c'était vraiment l'occasion d'avoir ce film. Et ce film a toute une histoire. Bon, c'est intéressant de le savoir parce que c'est un film d'abord qui n'est pas diffusé en France. C'est, je crois, ce soir, la première diffusion en France de ce film. Donc, vous avez la primeur. Pourquoi n'est pas diffusé? Parce que c'est un film de la RAI qui a été conçu spécialement pour la Journée de la mémoire. Et c'est donc un film qui est diffusé en Italie. Et ça faisait 3 ans que je me battais pour l'avoir. Mais la RAI faisait la sourde oreille. C'était compliqué. C'est bon. Mais comme avec mon équipe, on n'a pas voulu céder, on a, par le biais de Pierre-Jérôme Biscara, qui connaît bien le conseiller historique du film, qui s'appelle Marcello Pezzetti, on a réussi à remonter jusqu'à la productrice et on a réussi à voir ce film. Donc, c'est une faveur
c'est une autorisation spéciale qu'on a eue de Alessandra Viola, que je tiens vraiment, vraiment à remercier, ainsi que la RAI, parce que c'est vraiment une chance extraordinaire qui est donnée à aux enseignants en particulier, qui auront la chance de voir ce film. Je peux vous dire aussi, et ça on en reparlera peut-être après, c'est que ce film a été projeté déjà plusieurs fois dans des collèges de la Drôme. Symboliquement, certains savent peut-être pourquoi, la première projection devait avoir lieu à Dieulfi. Dieulfi, qui est un lieu mémoriel qui a été justement un centre où on a sauvé des dizaines d'enfants juifs dans une école. Et c'est donc, il sera diffusé dans d'autres collèges avec un travail autour dont on pourra parler tout à l'heure. Enfin, merci pour nous avoir donné cette opportunité je répète, de lancer officiellement un festival qui n'existera pas. Dans sa forme normale, mais je vous en dirai 2 mots après. Alors, on renvoie donc à tout à l'heure pour le petit débat. Là, je bloque l'enregistrement. Je suspends. Et donc, effectivement, alors, je vois que vous êtes dans le même état que les élèves qui l'ont vu hier et aujourd'hui. Une grande minute de silence de tout le monde. Et donc, j'ai eu des témoignages de 2 profs, dont un qui vient de m'arriver là, disant que ça a été très, très, très particulier. Des élèves turbulents qui, d'habitude, se manifestent bien, n'ont pas bronché. Et on va faire un travail avec eux. S'il y a des enseignants qui s'intéressent, on peut soit en parler, soit je vous donnerai les coordonnées de l'association, on pourra se voir. Alors, j'ai vu passer donc des demandes pour le film. Alors, il y a la possibilité donc d'avoir une interview. Donc, j'ai une interview qui est justement l'interview d'inauguration de ce film, de lancement de ce film, avec la RAI, la réalisatrice Rosalba Vitellaro, les 2 sœurs Bucci. C'est un document qui est vraiment très, très bien pour des enseignants qui voudraient travailler avec des élèves. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un de l'IUT ou avec des terminales éventuellement. Et dans ce document, il y a le film intégralement en italien à partir de la 47e minute. Alors, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mail à l'association et je vous le renvoie. D'autre part, à moins que Pierre-Jérôme veuille en… Non, moi je pense qu'on peut passer aux questions. Voilà. Oui, moi je voulais aussi répéter, nous on a demandé l'autorisation pour cette projection à la RAI. On ne l'a pas reproduit, on ne l'a pas enregistré parce que vous savez que la plupart de nos communications, de nos échanges, de nos événements, on essaie d'enregistrer et puis de reproposer par le biais de notre chaîne YouTube. Et la chaîne YouTube de ce soir, de l'événement de ce soir, ne contiendra que notre conversation et non pas le film. Le film, on l'a obtenu on a demandé l'autorisation à la RAI, ils nous l'ont donné même gratuitement, normalement pour la journée de la mémoire. On a les fichiers et s'il y a une demande spéciale pour une présentation ces jours-là à l'intérieur de la journée de la mémoire, on demande voilà, on peut vous envoyer, on peut vous donner ou vous enregistrer le link et que nous avons eu par Vimeo et vous pouvez le transmettre. Il faut que vous nous donniez les jours, les lieux que vous mentionnez, la RAI et tout ça. Donc, c'est pour cela que je demandais à ne pas enregistrer et à nous demander, à nous écrire ou écrire à M. Covelli pour avoir la possibilité de le présenter. Écrivez-nous à iichilione d'où vous avez reçu le lien. Et voilà, si quelqu'un veut demander, levez la main, je vous ouvre le micro. Ou je peux ouvrir le micro un peu à tout le monde, mais quand vous voulez. Est-ce que vous avez des questions par rapport au personnage
à l'histoire. Les dames, les deux sœurs, sont bien sûr vivantes, très dynamiques et elles fréquentent depuis, comme je vous le disais, depuis 2004. Elle fréquente, elle participe à ces présentations, la présentation du film, bien sûr, mais aussi elles ont participé aussi à des émissions en télévision, à la télévision italienne, Che tempo che fa, où il y a un passage très, très émouvant. Et aussi, elles sont présentes lors des trains de la mémoire. C'est une pratique très, très commune, vous le savez sûrement. Je pense que cela existe aussi pour la partie pour l'éducation nationale, pour les lycées, les collégiens, les lycéens français. Les lycéens, collégiens italiens avaient l'habitude, bien sûr cette année tout est suspendu, mais avaient l'habitude de participer à ces tours, à ces voyages spéciaux. On ne sait pas si ça existe, Monsieur Biscara, vous savez si cela existe en France? C'est une pratique assez commune en France aussi? Oui, 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 en France, il y a beaucoup de. Enfin, il y a beaucoup. Par rapport au nombre de lycéens, ça fait. C'est ouvert, oui, le son. Oui. Ça fait. Il y a. Pas énorme non plus, mais il y a plusieurs milliers de lycéens qui partent à visiter Auschwitz, en fait, généralement sur des voyages d'une journée et qui sont organisés principalement par le Mémorial de la Shoah en France, qui est l'institution de référence, mais aussi depuis très longtemps par les collectivités territoriales, ça peut être la région, la ville, voilà, les départements. Et ça se fait, c'est une pratique somme toute assez courante, mais quand on le rapporte au nombre total de lycéens, ça doit faire 1 à 2% des lycéens qui Oui, bien sûr. partent. Oui, le choix des réalisateurs, des auteurs, parce qu'il y a un livre qui est à la base de cette BD, de ce petit film. Il y a un livre et les auteurs ont choisi d'entremêler, d'essayer de faire le double prisme d'observation et de la part, bien sûr, des protagonistes, des deux sœurs, aussi bien que de la part de quelqu'un de dénotant, lycéen, un peu comme ça, un peu comme on les connaît, voilà, qui acceptent de faire ce voyage en train sans trop de confiance. C'est un beau moment de réflexion. Je crois que c'est un bon point de réflexion. Madame Dial demandait la parole. Madame Oui, Dial. oui, je ne l'ai pas vue. Madame Dial. Dial? Elle est là. Ah, Vial, oui. Oui. Ah oui, 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 vous pouvez parler. Par contre, le micro est débranché. Ah, je demandais à réactiver un peu. Oui, allez-y. Allez-y. On ne vous entend pas. Pourtant, je réactivais le micro. Vial. Oui, il peut parler. Elle, il. C'est madame. C'est une dame. Voilà. Vous pouvez parler, vous avez le son activé. On n'entend pas. Alors, j'essaie de demander à tout le monde la réactivation du micro. Voilà. En attendant, je pourrais répondre à une question qui vient de passer de Monsieur Morrone, je crois. Oui, perché le due sorelle sono sopravvissute. Voilà. Madame Morrone. Voilà, c'est Madame Morrone. Si je peux répondre, en fait, Andra et Tatiana Bucci racontent qu'elles ont eu beaucoup de chance. Hein. Tout à l'heure, on rappelait les chiffres, 200 000, en gros, 200 000 enfants à Auschwitz, 50 survivants. Alors, pourquoi elles ont survécu? Alors, c'est Tatiana qui le raconte, c'est que elles se ressemblaient beaucoup. Elles avaient peut-être
3 ans d'écart, je crois, Deux. mais elles étaient 2 ans. Elles étaient toujours habillées de la même façon, elles se ressemblaient beaucoup, elles avaient le même look et on les a pris pour des jumelles. Donc, l'hypothèse, c'est que comme les jumeaux servaient aux expériences de Mengele, donc d'après ce qu'elle dit, c'est que elles ont été sauvées en vue de faire des expériences, sur elles, parce qu'on les avait pris pour des jumelles. Ça, c'est une des premières raisons qu'elles invoquent. La deuxième raison qu'ils invoquent, c'est qu'il y a un point qui est important par rapport aux juifs italiens et par rapport aux lois raciales, c'est que dans les lois raciales italiennes, dans les lois de 38, il n'y a pas le statut de métissage. C'est-à-dire qu'un enfant qui naît d'une mère ou d'un père juif, même s'il est catholique, même s'il est baptisé, il reste juif. Et donc, les deux sœurs Bucci, de même que le cousin, étaient baptisées. Leur père était catholique. C'était deux femmes juives qui étaient mariées avec deux catholiques. Alors, l'hypothèse qu'évoque aussi Andra Bucci, c'est à un moment donné que dans leur délire racialiste, ils avaient aussi envie et besoin de garder des enfants de race mêlée. Bon, ça, c'est une autre hypothèse. Et puis, enfin, il y a cet épisode de la Blokova qui a été une chance pour elle, puisque, je vous dis, c'est les seuls, généralement, et Pierre Jérôme qui a étudié la question mieux que moi, des enfants qui rentrent à 4-6 ans dans Auschwitz n'en sortent pas. Elles sont sélectionnées et envoyées assassinées immédiatement. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, elles en parlent souvent de ce fait-là, surtout que pour les expérimentations, on cherchait comme des jumelles et tout ça. Maintenant, il y a aussi une question. Excusez-moi, il y avait une autre partie de l'expérience, une autre partie de la question de Mme Morone. Si elles ont subi des expériences, non, elles n'ont pas subi d'expérience, elles. Par contre, leur cousin a subi des expériences. Il a été assassiné, justement. De façon brutale, oui. Voilà, de façon brutale. On en parle, oui. Si on veut approfondir, vous avez toutes les conversations des deux sœurs qui en parlent. Par la suite, je voulais aussi, peut-être, on enlève Madame Giardino, on enlève le son, peut-être. Monsieur le consul général avait une question pour Monsieur Biscara. Il demande à Monsieur Biscara de parler des célébrations organisées cette année par la Maison d'Isieux pour la Journée de la mémoire. Alors, je peux pas tellement vous en parler parce que je travaille pas à la Maison d'Isieux. J'y ai travaillé, donc je peux pas vous en parler. Mais vu le contexte de crise sanitaire, je sais pas ce qui s'est fait. Je pense qu'il y a eu. Je peux pas vous dire en fait. Je sais pas du tout. Voilà. Malheureusement, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour la plupart des cérémonies, la jauge permis par la préfecture, c'est 30 personnes maximum. Donc, parfois, mais pour toutes sortes de cérémonies en ce moment, parfois, des élèves peuvent être autorisés à participer aux cérémonies, quelques élèves. Mais vous voyez, ça restreint énormément entre les officiels, les associations d'anciens combattants, de déportés. Donc là, c'est une année quand même. Non, une année, Monsieur une Biscara, année compliquée. Finalement, vous ne travaillez pas à la Maison d'Isieux, vous travaillez à l'Hôtel de Ville, vous vous occupez de mémoire, vous êtes écrivain. Et vous avez écrit aussi des enfants d'Isieux, vous êtes un spécialiste des enfants d'Isieux. Aussi de Voilà, l'histoire. donc, je n'y travaille plus depuis 5 ans et donc je peux pas, évidemment, je peux pas vous dire. Peut-être simplement sur les questions justement commémoratives, que ça soit pour une collectivité
activité Oui, il pour y a Bianca Pascal aussi qui veut vous poser une question. Je pense qu'elle peut parler. Je peux, posso aprirti, Oui, Bianca? oui, Prego. bonsoir. Oui, en fait, j'avais juste une question par rapport à ce que vous avez dit au début. Est-ce qu'on pourrait avoir une bibliographie où vous avez écrit un article sur cette question parce que je serais intéressée à avoir un support si Oui, c'est oui, possible. je pourrais donner des éléments bibliographiques, en tout cas sur justement l'attitude des Italiens. Le premier à avoir réuni des documents sur cette question et à essayer d'écrire une histoire de l'attitude italienne dans cette zone française, c'est Léon Poliakov en 1946, tout de suite dans l'immédiate après-guerre, qui, avec le Centre de documentation juive contemporaine, publie quelque chose, publie écrire, un volume Monsieur sur le sujet. Bissera? Est-ce que vous pouvez nous écrire peut-être sur la Oui, conversation? je vais l'écrire. Très bien, Je merci. vais l'écrire. Sinon, j'essayais de le faire, mais je suis un peu distraite par les voix qui... Non, mais Voilà. Voilà, après, il y a d'autres historiens comme les Klarsfeld, Paxton, Robert Paxton, qui ont écrit sur le sujet. Et puis, enfin voilà, donc c'est une question qui, par les historiens, est quand même connue et elle est extrêmement documentée. Ok, merci parce qu'en fait, oui, j'avais déjà entendu parler de ça, mais je ne savais pas qu'il y avait vraiment un vrai intérêt des documents véritables. Je pensais que c'était plus de l'ordre de la légende, en fait. Donc, merci. Ah non, c'est vraiment… justement, on parlait de Léon Poliakov. Léon Poliakov, vraiment dans l'immédiate après-guerre, va publier justement un recueil de documents français, italiens et allemands sur le sujet. Et voilà, et ensuite c'est repris par Klarsfeld, on parle aussi très très bien. Donc je vais vous envoyer une bibliographie. Bon, si vous voulez aussi le mettre sur la conversation, sur le chat maintenant, vous pouvez écrire Oui, le titre, parce que là, moi, j'ai marqué Léon Poliakov, mais… Non, mais je fais tout de suite. Merci, c'est gentil. S'il vous plaît, en termes… Activer Madame Vanessa. Est-ce que Vanessa F, est-ce que vous pouvez désactiver? Sinon, je vous coupe carrément. C'est moi qui peux le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste par rapport à la bibliographie, Madame Pastor. Oui. Comme je le disais tout à l'heure, on en parlait au début. Oui. Nous avons à Montélimar, à Soquital, une bibliographie très très importante sur le sujet et même des livres en italien concernant la Shoah, plus spécifiquement la Shoah en Italie, surtout des livres de Marcello Pezzetti, sur les lois raciales. Donc, on a vraiment une bibliothèque très, très importante. Éventuellement, si ça intéresse, bon, les gens de Montélimar peuvent les consulter librement chez nous. Si ça intéresse, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail que je vais vous donner tout à l'heure ou regarder sur notre site. Voilà, je vous ai fait passer Merci, oui, voilà, c'est toute bien, la bibliographie merci beaucoup. C'est très de référence intéressant. sur le sujet. On va récupérer cela parce que cela nous intéresse, je pense, tous ceux qui sont intéressés à ce genre, à ces activités. Il n'y a pas que, bien sûr, en Italie, on connaît plein de témoins, bien sûr, qui sont souvent aussi, il y a des leçons qui se passent en ligne sur Facebook et qui citent, qui parlent des écrivains, de nos écrivains comme Molevi. Et il y a des débats aussi qui passent sur le Facebook ces jours-ci. Et, ou bien les historiens qui ont travaillé sur ces aspects sont nombreux, mais cela est typiquement de cette région et de l'occupation, histoire de l'occupation italienne en Savoie, finalement, c'est quelque chose de très, très spécial. Et je pense qu'on a besoin aussi de voir tout ça, de l'étudier, d'y travailler, et de s'en souvenir. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être
par rapport à ces épisodes et aussi, bon, moi je peux vous... ho fatto un foglio per sapere cosa sto per dire, Omina ha lasciato la videoconferenza, je ne comprends pas, Madame Pauline, monsieur, non è per voi. Bon, ok, d'accord. Je pense que si vous avez besoin aussi de lire, d'approfondir ces éléments, si quelqu'un n'a pas encore lu les livres, le sorelle Bucci sono ancora vive, oui, sono ancora vive, hanno 80 anni, 82, 81, 82, 80, 82 ans, elles sont encore vivantes, dynamiques, elles témoignent de leurs expériences un peu dans tout le possibilités, émissions télé, rencontres, conférences, train de la mémoire. Et oui, alors je voulais dire que l'Institut culturel italien, aussi bien que les plus importantes bibliothèques, ont les livres des grands auteurs. Moi, je pense à ce moment-là à Primo Levi. Si quelqu'un n'a pas encore lu, si c'est un homme, La tregua, se questo è un uomo, Sommersi e salvati, potete venire in istituto e prendere in prestito questi libri o anche vedere i film, voir les films qui ont été tirés de ces livres. Une question, le fait que Mussolini ne veuille obéir aux nazis par rapport aux juifs a eu comme conséquence de ne pas avoir trop juifs italiens déportés, n'est-ce pas? Je pense que non. Mais je laisse M. Biscara répondre. Cette question par rapport au fait qu'il n'y a eu pas trop de juifs italiens déportés. Je sais pas si, en fait, ça dépend de la période. La déportation, comme je le disais, la déportation des Juifs, elle va commencer en septembre 1943 avec la République de Salo. Et à partir de là, pour le temps imparti, et avec la présence nazie en Italie, ça, je ne sais pas si... Voilà, il y a forcément une question de temps. Si les déportations avaient commencé dès 1942, il y en aurait probablement eu plus. Voilà, mais le gros des déportations va surtout se faire entre septembre 1943 et décembre 1943. Primo Levi avait été déporté. Voilà, et là, la déportation, elle date, on le voit à un moment donné dans un petit papier du 28 mars, enfin en tout cas, elles sont arrêtées. Elles sont arrêtées le 28 mars 1944. Voilà. 43, oui. Donc, elles ont passé 44. Oui. 44 ou 43, non, 44. 44 et ont été libérées en 45, oui. Elles ont passé un hiver, finalement. Notez la date, oui, 28 mars 1944. Et pour revenir là-dessus, c'est tout à fait étonnant effectivement, le fait qu'elles aient survécu et qu'en plus, manifestement, elles n'ont pas eu à subir les expériences médicales. Alors, est-ce que c'est quand même assez exceptionnel et peut-être c'est peut-être qu'il y a un peu peut-être gênant dans le dessin animé, c'est le fait que c'est... Mais bon, c'est dit dans le dessin animé que ceux qui arrivaient, particulièrement les enfants, allaient directement à la mort. Mais parce que c'est vraiment exceptionnel, c'est absolument pas représentatif effectivement des enfants juifs déportés. Il y a eu 216 000 enfants juifs déportés à Auschwitz, quasiment aucun a survécu, enfin très peu. Les enfants en fait qui survivent sont ceux principalement qui ont été déportés à la fin de l'année 1944, ce qui n'est pas leur cas, ce qui le rend encore plus exceptionnel. Mais en fait, non seulement elles survivent à la déportation, et en plus elles retrouvent leur père et leur mère, ce qui est voilà, c'est la minorité de la minorité de la minorité, enfin c'est infime, alors que pour les enfants déportés, évidemment ce sont ceux qui sont les premiers à mourir, donc c'est faut pas faut vraiment
utiliser, en tout cas avec des élèves, ce documentaire, enfin ce dessin animé, pardon, vraiment en remettant toutes ces précautions. Mais ceci dit, bon, c'est dit à un moment donné, la guide qui est représentée dans le dessin animé le dit, mais je pense qu'il faut quand même le répéter parce que c'est principalement quand même des histoires qui se terminent très mal. Voilà, donc moi, c'est la petite réserve que j'ai sur ce dessin animé. En même temps, bon, c'est quand même voilà, en s'adressant aux plus jeunes, c'est quand même une forme assez moderne, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Mais vous voyez, c'est un peu pour refaire un parallèle avec le cinéma italien. La vie est belle de Roberto Benigni, c'est un peu le même problème, quoi. C'est-à-dire que ça finit sur un happy end. Et voilà. Et alors, Alexandre Covelli parlait de Marcello Pezzetti. Et Marcello Pezzetti avait toujours. Je lui dois beaucoup parce que c'est lui qui m'a vraiment fait découvrir les lieux à Auschwitz et qui m'a formé vraiment sur l'histoire du camp et sur la topographie du camp. Et j'ai fait énormément de visites avec lui du site. Et il nous disait toujours, il y avait cette formule, il disait, il n'y a pas de happy end dans la Shoah. Voilà. Ben c'est ça, justement, je suis d'accord. Et je pense que tout de même, ces deux films, et La vie est belle et La Stella di Andrettati, provoquent une émotion et on a besoin de cela pour raviver les feux de la mémoire. Et c'est grâce à l'émotion que cela arrive. Je voulais laisser la parole à monsieur le consul général qui voulait parler. Sì, Anna, posso parlare in italiano perché era principalmente una domanda a te, molto rapida. Innanzitutto, da una breve considerazione, sono chiaramente d'accordo, questo film è molto bello e importante, come ovviamente La vita è bella, che è stato ricordato, sono importanti appunto perché sottolineano l'importanza di ricordare sempre, quindi di preservare il ricordo, di non dimenticare. E lo si fa, come dicevi tu, attraverso le emozioni che questi film suscitano. La domanda era molto rapida, volevo sapere se questo film rientra in un progetto che la RAI ha realizzato, o se diciamo è soltanto questo film o ce ne sono anche altri su questo argomento. Come dicevo prima, nel 2018 è stato realizzato un libro e un film e gli autori hanno voluto in questo modo ricordare l'anniversario delle leggi razziali del 2018 e poi il film è stato presentato in prima visione nei canali RAI, attraverso Rai Gulp addirittura, in occasione della giornata della memoria del 27 gennaio, proprio per la caratteristica del formato bande dessinée, cioè disegno animato per bambini, con bambini, utilizzando questa struttura. E la RAI realizza ogni anno, come saprai, in occasione della giornata della memoria, una serie di film, non per forza italiani, non per forza dedicati sempre anche agli ebrei italiani o agli ebrei di ogni paese, però anche recentemente ho potuto vedere in un film passato alla RAI, non mi ricordo se su RAI 1, qualche giorno fa, presentato da Helen Mirren, dove si parlava di Anna Frank, si parlava di una memoria condivisa. C'è stata anche lì un'intervista alle sorelle Bucci, che assieme a Sami Modiano sono un po' i testimonial, sono un po' i testimoni perché sono ancora in vita, delle esperienze della deportazione. Non so se ci sono altre domande o se salutiamo e ringraziamo tutti i partecipanti. Io non vedo tutti insieme, adesso li vedo. Li vediamo.
se non vi sono altri interventi, invece di avere 100 persone, ne abbiamo avuto una sessantina, ma siamo contenti perché pensiamo che, je répète en français peut-être, on est content tout de même pour, même si on n'a pas eu les 100 personnes qui se sont inscrites, on a eu l'inscription de 100 personnes, même si on n'a pas eu le total, la salle complète, on est très content de cette participation, d'avoir pu partager quelque chose de très intéressant, de très simple même, mais qui peut toucher et transmettre des choses à nos familles, à nos élèves, à nos amis, à tous ceux qui sont auprès de nous. Possiamo forse chiudere ringraziando moltissimo Monsieur Covelli. À la prochaine occasion du Festival de cinéma italien. Merci à vous et merci à la Sofital, l'association italienne de Montélimar. Merci à Monsieur Biscara. Je pense que quelqu'un aura d'autres questions pour vous prochainement. Merci à tous nos participants, merci à Monsieur le Consul général et à toute notre équipe. Grazie. Merci à vous. Sì, grazie mille. Grazie a voi, arrivederci, alla prochaine, un peu plus. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Grazie. Buonasera. 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 Monsieur Covelli, Monsieur Biscara, merci encore et je vous souhaite une bonne soirée et à une prochaine occasion de parler de quelque chose de plus souple, de moins fort. Moi, j'avais déjà vu le film, mais quand même, c'est toujours C'est très émouvant. Oui. très émouvant. Oui, tout à fait.